Une vie, une œuvre. La recherche de la beauté est le vrai secret de la vie. Oscar Wilde, Douleur de la beauté, par Jacqueline Kellen. Il était jeune, brillant, élégant. Sa voix était mélodieuse, troublante, et son regard ni bleu ni vert se situait, selon Jean Lorrain, entre un flacon d'éther et un verre de champagne. Il aimait les fleurs, le lys surtout, la porcelaine bleue, l'art, la conversation, les paradoxes et la provocation. Puis l'enchantement tourna à la tragédie. L'écrivain non conformiste passa de la fête à la prison, du succès à la solitude, et du goût du plaisir à l'apprentissage de la douleur. L'itinéraire d'Oscar Wilde paraît hanté par les motifs platoniciens de l'amour et de la beauté, jusque dans l'épreuve. Car si la douleur recèle quelque beauté, c'est que d'abord toute beauté est à douleur. There's something I can't quite understand. Something mystic about it. Mystic? I don't know how to explain it, but whenever Dorian poses for me, it seems as if a power outside myself were guiding my hand. It's as if the painting had a life of its own. Le portrait de Dorian Gray. That's why I'm not going to exhibit it. It belongs rightfully to Dorian Gray, and I shall give it him. I want to meet this extraordinary young man. I think we should be friends. Il est très émouvant, Merlin Holland, vous qui êtes le petit-fils d'Oscar Wilde, il est très émouvant de vous entendre et de vous faire parler de l'itinéraire de votre grand-père. Déjà, petit garçon, est-ce qu'on vous parlait de votre grand-père et en quel sens ? À vrai dire, mon père ne me parlait que très vaguement et très peu souvent de son père. Vous devez vous rappeler qu'il a vu son père pour la dernière fois en 1895, lorsqu'il avait 9 ans. Et à partir de ce moment-là, aussi bien lui que son frère, ils ne l'ont plus vu. Et les souvenirs qu'avait gardés mon père, c'était plutôt les souvenirs de son père en tant que père qui les amusait, qui se mettait à quatre dans la chambre des enfants, qui jouait à cheval. Tout à fait le contraire de ce qu'on voit comme père un peu patriarche victorien en Angleterre de l'époque. Mais les souvenirs, je crois, pour lui, étaient trop pénibles. Et la première fois dont je me souviens que mon père m'a parlé de lui, c'était un matin de très très bonne heure, à 6 heures du matin. On s'est levé pour faire une promenade dans les rues de Chelsea à Londres, 1961. Et c'était une année forte ensoleillée. Et je me suis promené avec lui. Et il m'a amené à côté de la maison où il était né. Il m'a parlé un peu de son père. Et au retour, j'avais à l'époque près de 15 ans, il m'a donné un livre, son biographie, qu'il avait écrit en 54, concernant son enfance. Et il me l'a donné simplement en me disant je crois qu'il est bien temps que vous le lisiez. Voilà. Et vous-même, vous vous consacrez à rassembler ce qui est écrit ou dit sur Oscar Wilde ? Non, pas tout à fait. Je suis venu à mon grand-père un petit peu, je ne dirais pas malgré moi, mais je ne m'intéressais pas plus que n'importe qui. Ce n'était pas quelque chose dont je me vantais. Je ne disais jamais « je suis le petit-fils d'Oscar Wilde ». J'avais toujours tendance de dire « ce fut mon grand-père ». Il y a une nuance, pour ainsi dire, subtile entre dire « je suis le petit-fils » et de dire qu'il était mon grand-père. Je ne sais pas si vous le... Oui. Surtout en anglais, je me mettais, disons, en arrière-plan.
Est-il un écrivain irlandais? Est-il un écrivain anglais? Eh bien, je crois que pour les étrangers, c'est-à-dire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, Wilde a toujours été considéré comme un écrivain soi-disant anglais. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Irlande faisait partie de la Grande-Bretagne. Donc il était classé comme écrivain anglais. Mais depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que les influences de jeunesse, surtout de jeunesse sur Wilde, les influences celtiques, les influences irlandaises, sont extrêmement fortes. La tradition orale de l'Irlande étant quelque chose que lui avait appris son père tout en étant jeune. C'est l'aspect surtout du parleur, du conteur dans Wilde qui est l'influence celtique, l'influence de l'Irlande. Il faut se souvenir qu'il avait passé quand même jusqu'à son 24e année en Irlande, malgré le fait qu'il est allé à Oxford. Il a passé toutes ses vacances dans l'Ouest ou à Dublin, donc l'influence irlandaise sur Wilde est énorme. Vous parliez de son père, mais sa mère, surnommée Speranza, est aussi une forte personnalité et une femme qui écrit des poèmes. Elle avait écrit des vers républicains, nationalistes, pour un petit journal qui était fondé par les membres du, soi-disant, les jeunes Irlandais, dont Charles Gavan Duffy était un des plus importants. Et lui, il avait été arrêté par la police à Dublin à cause en partie des vers et en partie de l'éditorial de Speranza en 1848. Mais c'était une femme de fureur, de flamme, d'enthousiasme. Vous voyez déjà dès le début, ce n'est pas une enfance figée dans la bourgeoisie. Tout à fait le contraire. Après l'influence, enfin le milieu familial qui est non conformiste et qui s'implique aussi, qui s'engage, donc il va faire des études à Oxford et là il va rencontrer deux professeurs d'histoire de l'art déjà célèbres qui vont beaucoup compter dans sa vie et dans les thèmes qui inspireront son œuvre, la Renaissance italienne et bien sûr la Grèce antique. Ruskin et John Ruskin et Walter Pater. Oui, l'influence de ces deux personnes sur Wilde était remarquable, bien entendu, surtout celui de Pater, qui prêchait la vie de sensation, c'est-à-dire l'esthétisme vécu à travers les sensations. L'influence de Pater, surtout à Oxford, c'était la culte de la personnalité à travers l'art, une culte de la sensation, de vivre la vie à plein temps, de ne pas rester, disons, en arrière, de ne pas voir l'art et la vie en tant qu'une discipline universitaire, mais de sortir, de vivre, comme a dit Wilde en De Profundis, lorsque j'étais à Oxford, un jour, je me suis dit, je vais sortir dans le monde, manger de tous les fruits du jardin du monde. L'art ne doit jamais essayer d'être populaire. Le public doit essayer de se faire artiste. L'influence plus précise de John Ruskin, c'est plutôt le culte de la beauté. Ruskin, en tant que critique d'art, était, pour ainsi dire, le doyen des critiques d'art en Angleterre. C'était un des plus respectés. Wilde était bien entendu influencé par lui, mais surtout dans l'art de l'Italie, où il avait fait des voyages durant son séjour à Oxford, mais curieusement avec son ancien professeur de Trinity, John Pentland Mahaffy. C'est plutôt, je crois, Mahaffy qui était l'influence sur Wilde durant toute sa vie que Ruskin. Ça m'a toujours fait penser que Ruskin
était traditionnaliste, mais avant trop longtemps, Wilde commençait à être rebelle. Il était très ami avec Whistler durant un certain temps, avant qu'il ne se brouille. Mais Whistler se brouillait avec Wilde parce qu'il pensait que Wilde prenait ses idées et le présentait au public. Mais on ne peut pas dire que Wilde est influencé durant toute une époque par Ruskin. C'était les débuts de l'art pour Wilde. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, il prend ce qu'il veut de Ruskin, mais il va plus loin. Nous demandons à la littérature la distinction, le charme, la beauté et le pouvoir imaginatif. Nous n'avons nul besoin d'être ripilés et écœurés par le récit des faits et gestes des basses classes. Le déclin du mensonge. Très vite, c'est un jeune homme qui déclare son culte de la beauté, qui déclare aussi son amour des fleurs, le lys qu'il prend presque pour emblème. Et c'est un jeune homme qui va avoir beaucoup de succès, à la fois par sa désinvolture, sa provocation, mais aussi le talent qu'il exerce dans divers genres littéraires. Il fréquente aussi des comédiennes qui vont sans doute l'amener à écrire des pièces de théâtre. Sarah Bernhardt est venue en Angleterre, où Wilde est allé à Folkestone et lui a jeté un tapis de lys devant ses pieds. C'était un geste publicitaire, pour ainsi dire, qui lui a valu plusieurs colonnes dans les journaux. Mais c'est à Sarah Bernhardt qu'il avait écrit une sonnette, aussi bien à Ellen Terry, à Lily Langtry aussi. Mais ces pièces de théâtre, ça ne venait que plus tard. Alors Sarah Bernhardt, ça c'est sa grande fascination de jeunesse. Marie-Claire Pasquier. Il était allé jusqu'à Folkestone ou Douvres pour la rencontrer quand elle arrivait. Il lui avait apporté un bouquet. Comme jeune homme, il était fasciné par les grandes comédiennes. Et ça se comprend aussi, étant donné ses mœurs et sa préférence pour les garçons. Il a dit, et c'était vrai, qu'une actrice pour lui, c'est quelqu'un qui transcende les genres, c'est quelqu'un qui est au-delà des sexes, exactement comme un grand écrivain. Virginia Woolf disait qu'un grand écrivain n'est ni homme ni femme. Pour lui, une grande actrice est quelqu'un qui n'est ni homme ni femme, qui est tout ce qu'on aime de la féminité et tout ce qu'on aime de la masculinité pour quelqu'un comme Wilde. Alors il a commencé par écrire des pièces qu'il a présentées, il écrivait ces pièces et puis il les présentait. Une actrice américaine, Mary Anderson, il lui a envoyé sa pièce. Bon, ça ne l'a pas intéressée, elle n'a pas donné suite. Mais il est devenu ensuite ami avec une actrice anglaise, Ellen Terry. Donc des grandes actrices anglaises ont ensuite joué dans ces différentes pièces. La première pièce qu'il ait écrite, c'est Vera ou les nihilistes. Et c'était une espèce de grand drame historique inspiré des auteurs russes. Il aimait beaucoup les auteurs russes. Et c'est une pièce qu'on appellerait aujourd'hui un mélodrame, où on trouve aussi déjà des situations ou des mots d'auteur qu'il réutilisera par la suite, parce que ce réemploi est quelque chose qu'il fait toujours. Et en un sens, ça c'est une chose qu'on peut dire aussi sur son théâtre, c'est que le théâtre, Shakespeare faisait déjà la même chose, n'a pas à être original. Le théâtre réemploie des matériaux divers qu'on met de telle ou telle façon. On sait bien que Shakespeare s'inspirait des pièces qui avaient été écrites avant lui, des chroniques. Donc on est dans une forme de documentaire presque sur la société de son temps et on la reflète par le miroir du théâtre, mais on n'a pas à être personnel ou à inventer quelque chose. Et Wilde s'est beaucoup inspiré, par exemple, de Shakespeare, évidemment, mais par exemple de Dumas fils, les différents mélodrames de Dumas fils. Il avait lu tout le théâtre français. Là, pour Vera ou les nihilistes, c'était en plus ses convictions politiques, parce que c'était, alors on dirait aujourd'hui un homme de gauche, mais c'était quelqu'un qui, en tant qu'Irlandais, était
très sévère par rapport à la société anglaise, quelqu'un qui était sensible à l'hypocrisie de la société victorienne, et il en souffrait tout personnellement. Donc, c'est quelqu'un qui avait quelque chose à dire sur le monde où il vivait. Et dans Vera, où il est nihiliste, c'est une histoire de coup d'État, un peu comme Camus a pu écrire aussi du théâtre en s'inspirant d'histoires comme Caligula. Il s'inspire de l'histoire, mais c'est pour dire quelque chose sur la société d'aujourd'hui. Donc il fait une pièce de facture assez conventionnelle, en vers, mais avec déjà des images, une flamboyance et des mots d'esprit, déjà, qu'il reprendra dans son théâtre par la suite. En fait, ces mots d'esprit vont caractériser son théâtre, mais ça va peut-être apparaître superficiel et cacher peut-être message, si message il y a, ou critique, et celle-ci est certaine, de l'époque victorienne. Alors, justement, est-ce que ça cache quelque chose ou est-ce que ça révèle quelque chose? Est-ce que ça paraît superficiel? Je crois que toute l'idée du théâtre pour Wilde, c'est que la surface, c'est ce qui est profond. Donc, il n'y a pas cette idée qu'il y aurait une surface qui serait superficielle et puis une substance, une profondeur. Et justement, par ces paradoxes, il renverse toujours les choses. Et ce qui lui plaît dans le théâtre, c'est que c'est l'art du masque et que le masque est justement ce qui révèle en cachant. Donc, tout ce qui est effet de théâtre, tout ce qui est peut-être superficiel, tout ce qui est brio, c'est ce qui lui plaît dans le théâtre. Et ce qui lui plaît dans le théâtre, c'est que ce soit justement des effets, que ce soit un monde du faire semblant. Et ce que je pense vraiment, c'est qu'il y a un lien très profond entre ses choix de vie et son choix du théâtre. Parce que par son homosexualité et par le fait qu'il était irlandais, alors par le fait qu'il est irlandais, il est à l'extérieur de l'Angleterre. Donc il porte un jugement sévère sur les Anglais. Par le fait qu'il est homosexuel, il se trouve en but à l'hypocrisie de cette société. Et il se trouve mener une vie double, puisqu'il est à la fois le gentleman, le dandy, l'homme du monde, et il est celui qui va dans les bouges, dans les bars à opium, qui va, on peut imaginer, chercher des jeunes matelots, etc. Donc qui a une vie clandestine. Et cette clandestinité, cette vie double, bon, Artaud, on le sait, a écrit « Le théâtre et son double », le monde du théâtre est un monde double. Donc, cet être double, cette double facette de sa personnalité, c'est le théâtre qui lui convient comme médium. Et quelqu'un à qui je le comparerais à l'époque plus récente, c'est Genet. C'est Jean Genet, avec aussi cette découverte qu'il a faite du théâtre, qui correspondait aussi à son personnage de voleur, de délinquant, d'homosexuel, et en même temps un personnage d'écrivain. L'art trouve sa perfection en lui-même, et non au dehors. On ne saurait le juger d'après aucun modèle intérieur. C'est un voile plutôt qu'un miroir. Il a des fleurs que ne connaît aucune forêt, des oiseaux que nul bois ne possède. Il crée et détruit bien des mondes, et peut tirer du ciel la lune avec un fil écarlate. À lui, les formes plus réelles qu'un vivant. À lui, les grands archétypes dont les choses existantes ne sont que d'imparfaites copies. À ses yeux, la nature n'a pas de loi, pas d'uniformité. Il peut faire à volonté des miracles, et les monstres sortent de l'abîme à son appel. Il peut dire à l'amandier de fleurir en hiver, et faire tomber la neige sur le champ de blé mûr. Le déclin du mensonge. Les intrigues de ces pièces sont très souvent fondées sur un malentendu ou sur un secret honteux. Alors, toute l'idée, c'est la révélation d'une faute de jeunesse, par exemple. Et cette idée d'une culpabilité qui est coupable aux yeux de l'hypocrisie sociale, mais qui est aussi coupable parce que le mensonge, c'est mal de mentir, c'est le genre d'intrigue qui intéresse Wilde. Alors, on ne sait pas si c'est lié pour lui à quelque chose de personnel, mais ça peut être lié au fait qu'il vit toujours sous le coup de la réprobation. Donc, il se trouve réprouvé et il a en même temps à défendre son mode de vie. Donc, les personnages qui ont une faute de jeunesse ne sont pas plus mauvais que les personnages vertueux
et hypocrite qui leur reproche quelque chose. Donc on est toujours dans l'ambiguïté morale, mais ça fait en même temps des retournements de théâtre, ça fait des coups de théâtre, ça fait des révélations. Donc c'est des très bons mécanismes de théâtre. Je suis la seule personne en vue, en ce moment, à porter une fleur à la boutonnière. La mode, c'est ce que l'on porte soi-même. Ce qui est démodé, c'est ce que les autres portent. De même, la vulgarité n'est que la façon dont les autres se comportent. Et le mensonge n'est rien que la vérité des autres. La vie en communauté est quelque chose de terrible. La seule société possible est celle de soi-même. S'aimer soi-même, c'est être assuré d'être aimé pour la vie. Dans chaque pièce, il y a un personnage du dandy qui est celui qui, de préférence, a les répliques les plus amusantes ou les plus spirituelles, les plus brillantes, les plus paradoxales. Et on sent qu'il se projette dans ce personnage-là de préférence. Exactement comme dans le portrait de Dorian Gray. À la fois, il se projette dans le jeune Dorian Gray qui est à la fois beau, narcissique et en même temps d'une violence terrible. Et il se projette dans un personnage plus âgé, qui est le personnage de Lord Henry, qui est celui qui est justement celui qui manie le paradoxe et celui qui est le beau parleur, disons. Donc ce beau parleur, c'est dans ce personnage-là que Wilde se projette. La pièce intitulée Salomé, que Oscar Wilde écrivit directement en français, a eu une destinée particulière et elle semble même occuper une place particulière dans son œuvre théâtrale. Tout à fait particulière, ça c'est vrai. Alors, vous parliez tout à l'heure de Sarah Bernhardt. Il aurait beaucoup voulu que Sarah Bernhardt joue. Et bizarrement, la pièce a été interdite en Angleterre. Alors, à la fois, on a l'impression qu'il y avait une raison véritable, à la fois, on a l'impression que c'était un prétexte qu'on a utilisé contre Wilde, le fait que ce soit un sujet biblique. Et c'est interdit en Angleterre de traiter de sujets bibliques. Donc, Salomé n'a pas pu être jouée en Angleterre. La pièce a été jouée en France, du vivant de Wilde, mais pendant que Wilde était déjà en prison. Et alors ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est quand même extraordinaire dans la personnalité double de Wilde de penser qu'il était un auteur à succès, qui avait 3 pièces jouées en même temps sur la scène londonienne, et les pièces se jouaient encore pendant qu'il y avait le procès et qu'il était en prison. Alors la pièce a été jouée à Paris. C'est Aurélien Marie Lugnepo, qui était acteur et metteur en scène, qui a monté la pièce en février 1996 au Théâtre de l'Œuvre, qu'il avait fondé lui-même. Et c'était lui-même qui jouait le rôle d'Hérode. Et Salomé, qui aurait dû être jouée par Sarah Bernhardt, a été jouée par Lina Moons. Et quand on en a rendu compte, 2 jours plus tard, ou quelques jours plus tard, on disait « Salomé a presque toutes les qualités d'un poème, la prose en est musicale et fluide comme des vers, elle est chargée d'images et de métaphores. » Fin de citation. Il est certain que le personnage de Salomé Hérodiade, qui a hanté en effet tout le mouvement symboliste, toute la fin du XIXe siècle, pouvait fasciner aussi Oscar Wilde, puisque c'est ce personnage qui tue l'être qu'il aime. Salomé va demander la tête de Jean-Baptiste, enfin Yocanaan dans la pièce de Wilde, et ça préfigure déjà la fameuse phrase de la ballade de la geôle de Reading, chaque être tue celui qu'il aime. En plus, alors il y a tout de même une certaine misogynie de Wilde qui s'exprime dans cette pièce, c'est-à-dire qu'une femme qui aime un homme qui est un prisonnier
et dont elle coupe la tête. Alors c'est bien symbolique, elle fait couper la tête à la fin, et elle ne l'aime que mort. Donc et le fait de l'embrasser à la fin est un acte d'amour, mais c'est aussi une revanche ou une vengeance. Donc la femme castratrice, dominatrice, cruelle, sans cœur, bon, c'est une image de la féminité qui est une image froide, disons, et qui est bien une image vue par Wilde. Et le personnage de l'homme, le Canaan, est un personnage de prophète qui crie dans le désert. C'est bien le personnage conforme à la Bible, mais revu et corrigé par Wilde comme lui-même quelqu'un qui n'arrive pas à se faire entendre dans la société de son temps et qui pourtant clame la vérité. Mais pourquoi ne me regardes-tu pas, Yochanan? Tes yeux qui étaient si terribles, qui étaient si pleins de colère et de mépris, ils sont fermés maintenant. Pourquoi sont-ils fermés? Ouvre tes yeux, soulève tes paupières, Yochanan. Pourquoi ne me regardes-tu pas? As-tu peur de moi, Yochanan, que tu ne veux pas me regarder? Et ta langue, qui était comme un serpent rouge dardant des poisons, elle ne remue plus. Elle ne dit rien maintenant, Yochanan, cette vipère rouge qui a vomi son venin sur moi. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment se fait-il que la vipère rouge ne remue plus? Tu n'as pas voulu de moi, Yochanan. Tu m'as rejeté. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée, moi, Salomé, fille d'Hérodias, princesse de Judée. Eh bien, Yochanan, moi, je vis encore. Mais toi, tu es mort. Et ta tête m'appartient. Je puis en faire ce que je veux. Je puis la jeter aux chiens et aux oiseaux de l'air. Ce que laisseront les chiens, les oiseaux de l'air le mangeront. Ah, Yochanan, Yochanan, tu as été le seul homme que j'ai aimé. Tous les autres hommes m'inspirent du dégoût. Mais toi, tu étais beau. Ton corps était une colonne d'ivoire sur un socle d'argent. C'était un jardin plein de colombes et de lys d'argent. C'était une tour d'argent, ornée de boucliers d'ivoire. Il n'y avait rien au monde d'aussi blanc que ton corps. Il n'y avait rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Dans le monde tout entier, il n'y avait rien d'aussi rouge que ta bouche. Ta voix était un encensoir qui répandait d'étranges parfums. Et quand je te regardais, j'entendais une musique étrange. Oh, pourquoi ne m'as-tu pas regardé, Yochanan? Derrière tes mains et tes blasphèmes, tu as caché ton visage. Tu as mis sur tes yeux le bandeau de celui qui veut voir son Dieu. Eh bien, tu l'as vu, ton Dieu, Yochanan. Mais moi, tu ne m'as jamais vu. Si tu m'avais vu, tu m'aurais aimé. Moi, je t'ai vu, Yochanan, et je t'ai aimé. Oh, comme je t'ai aimé. Je t'aime encore, Yochanan. Je n'aime que toi. J'ai soif de ta beauté. J'ai faim de ton corps. Et ni le vin, ni les fruits ne peuvent apaiser mon désir. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas regardé, Yochanan? Si tu m'avais regardé, tu m'aurais aimé. Je sais bien que tu m'aurais aimé. Et le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Marie-Claire Pasquier. Là, je crois qu'il faut bien faire entrer en compte l'espèce de conversion qui s'est produite quand il a été en prison. Par un renversement qui n'est peut-être pas tellement étonnant d'ailleurs, et on pense aussi à Genet, il y a une espèce de mysticisme inversé de Genet.
En un sens, Wilde s'est retrouvé en mystique. Et quand il écrit De Profundis, c'est vraiment avec un sens spirituel, mystique, qui est une religion qu'il se crée presque lui-même, c'est-à-dire en dehors des églises, mais il y a chez lui un sens du spirituel qui est un sens de l'absolu. Et en un sens, ce renversement, le théâtre le permettait, et la prison n'est qu'une facette de plus. Donc, après, il sera tout de même, pour ce qui est de la créativité, il sera tout de même cassé, comme on dirait aujourd'hui. Donc, il n'écrira plus de théâtre. En plus, il ne peut plus retomber ou retrouver cette espèce de monde superficiel, cette espèce de monde social. Bon, ça, c'est fini pour lui. Et donc, ce sens de l'absolu se développe en prison. Et on peut imaginer que s'il avait continué à écrire du théâtre, ça aurait été un théâtre qui aurait été dans ce sens-là. Mais c'est aussi la mort du théâtre. À partir du moment où on entre en religion, on met fin au théâtre. Chaque homme tue l'être qu'il aime, que chacun l'entende bien. Certains le font avec un regard froid, certains avec un mot flatteur, le lâche avec un baiser, l'homme brave avec une épée. Certains tuent leur amour quand ils sont jeunes, et certains quand ils sont vieux. Certains étranglent avec les mains du désir, certains avec les mains de l'or. Le plus humain prend un couteau, car le mort est aussitôt refroidi. Certains aiment trop peu, certains trop longtemps, certains vendent et d'autres achètent. Certains font la chose avec bien des larmes, et certains sans même un soupir, car chaque homme tue l'être qu'il aime. Pourtant, chaque homme n'a pas à en mourir. La ballade de la geôle de Reading. Turn your head a little more to the left, Dorian. The gods have been good to you, Mr. Gray. Why do you say that? Because you have the most marvelous youth, and youth is the one thing worth having. I don't feel that, Lord Henry. No, you don't feel it now, but someday you'll feel it terribly. What the gods give, they quickly take away. Time is jealous of you, Mr. Gray. Don't squander the gold of your days. Live. Let nothing be lost upon you. Be afraid of nothing. There is such a little time that your youth will last, and you can never get it back. As we grow older, our memories are haunted by the exquisite temptations we hadn't the courage to yield to. The world is yours for a season. It would be tragic if you realized too late, as so many others do, that there is only one thing in the world worth having, and that is youth. Dorian Gray had never heard the praise of folly so eloquently expressed. The creed of pleasure soared into a philosophy of life, while Dorian stood as if he were under a spell. He felt afraid of Lord Henry's ideas and ashamed of himself for being afraid. It was as if he were learning to know himself for the first time, as if a stranger had revealed his own most secret thoughts to him. For the first time, he became conscious of his youth and conscious of the fact that one day... Revenons quelques années en arrière. En 1882, à 28 ans, Oscar Wilde, qui aime parler et qui, du reste, a une très belle voix, s'embarque pour l'Amérique pour une tournée de conférences. Et on connaît la célèbre réplique qu'il fait aux douaniers en arrivant à New York. Qu'avez-vous à déclarer? Rien que mon génie. Oui, c'est tout à fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez le poème de Coleridge, The Ancient Mariner. Mais il y a 2 ans, j'étais aux États-Unis pour faire une conférence et j'ai dû passer par le côté visa parce que, pour ainsi dire, je travaillais, quoi que ce soit pour 40 minutes, mais je travaillais, donc je dois passer par le côté visa. Et la jeune femme qui était là, il n'y avait plus personne derrière moi. Elle me disait, vous faites des conférences? Je dis oui. Elle m'a dit, sur quoi? Je dis Oscar Wilde. Ah, vous connaissez dans ce sujet d'Oscar Wilde? Je dis, mais finalement, c'était mon grand-père. Et la jeune femme, qui avait certainement lu des biographies de Wilde, m'a dit, mais si je vous demandais, comme on lui a demandé à l'époque, qu'avez-vous à déclarer, que répondriez-vous? Et je dis, mais... effectivement, rien comme un albatros. Le fardeau d'être le petit-fils d'Oscar Wilde. Finissons avec cette petite histoire. Mais vous parlez de sa voix. Il y avait une très belle description de la voix de Wilde. Je ne me
rappelle plus précisément qui l'a dit, mais c'était quelqu'un qu'il a connu à l'époque qui parlait de la voix de Wilde comme étant comme du velours brun, une voix jouée comme au violoncelle. Alors c'est une très belle description. A voice of brown velvet played like a cello. Il a un succès immense auprès du public américain et ses conférences tournent autour donc de l'esthétisme, de la décoration aussi. Tout à fait. Au début, ces conférences étaient beaucoup plus théoriques que pratiques. Et on parle de la réception des conférences de Wilde. Il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme au début. Il était beaucoup trop théorique. Mais au fur et à mesure qu'il passait de New York à San Francisco, il parlait avec beaucoup plus de pratique. Et une des conférences avec lesquelles il avait eu le plus de succès, c'était les arts décoratifs, la maison belle et la décoration intérieure. Donc il parlait pour les Américains de la façon dont ils devaient décorer leur maison. Mais il y a aussi une curiosité, je suppose, parce que la tenue vestimentaire déjà de ce conférencier, la façon d'être, de parler attire les gens. Oui, ça attire les gens, mais en même temps, ça attire des critiques. Il était à Harvard, à Boston, quelques semaines après son arrivée, et il y avait des étudiants qui voulaient se moquer de lui. Et qui se sont mis dans la même tenue que Wilde, avec des gros tournesols, des chapeaux mous et des chemises un peu bouffantes comme ça. Et des bas de soie, des culottes de soie. Tout oui. à fait. Et Wilde, il y avait quelqu'un qui a entendu parler de ce qui allait se passer et qui a averti Wilde, qui s'est mis sur le podium ce soir-là en tenue de soir, tout à fait correct, tout à fait sobre, tout à fait normal. Et il a, pour ainsi dire, tourné contre eux leurs critiques. Toute imitation en morale et dans la vie est mauvaise. Et cette année de 1882, où il fait sa tournée de conférences et où déjà il se crée un succès un peu donc de scandale et d'intérêt aussi, de curiosité, il en profite aussi pour rencontrer le grand poète américain Walt Whitman. There's not a lot to be said about Whitman and Wilde. Oui, non simplement. Il a rencontré Whitman oui. Et ils se sont très bien entendus. Il lui donnait des messages de plusieurs poètes en Angleterre. Whitman lui a offert un verre de vin de Sureau. Et c'est tout ce qu'on sait de cette rencontre. Ils se sont bien rencontrés. Mais cela signifie qu'il y a une sorte de... Enfin, il y a un respect, une estime, une admiration d'Oscar Wilde. Lui qui est tellement individualiste, reconnaît des grands poètes. Et quand il viendra aussi à Paris, il cherchera aussi à rencontrer Mallarmé, Verlaine, Moréas, etc. Oui, à la recherche des grands poètes, est-ce qu'on ne doit pas se demander si, toujours lorsque Wilde avait rencontré des grands poètes, si ce n'était pas en partie pour leur faire son obéissance, mais aussi un petit peu en partie à cause de l'élément publicitaire. Wilde rencontre Victor Hugo, Wilde rencontre Verlaine, Mallarmé, Walt Whitman, Joaquin Miller aux États-Unis, etc., etc. C'était un jeune homme qui essayait de faire sa voie dans la vie. William Butler Yeats, son célèbre compatriote qui lui rendait visite à Londres, Oscar Wilde déclara « Nous, les Irlandais, nous sommes trop poétiques pour être poètes. Nous sommes une nation de brillants ratés, mais les plus grands causeurs depuis les Grecs. » Un grand nombre de poètes
dits anglais, d'écrivains anglais, sont irlandais. Bernard Shaw, Swift, Yeats, Beckett, Joyce, Wilde, enfin, les Irlandais ont au moins autant de prix Nobel de littérature que les Anglais. Bernard Delvaille. Mais je crois que le tempérament irlandais est en effet un tempérament de conteurs, de gens qui parlent. Peut-être l'exception de Beckett, qui était plutôt silencieux et plutôt muet. Mais je crois que c'est un pays où on parle parce que il faut s'exprimer d'une façon ou une autre. C'est un pays où on attend quelque chose. Est-ce qu'on attend Godot? Est-ce qu'on attend le cheval qui va gagner les courses? Est-ce qu'on attend le résultat d'un match de football? C'est un pays de conteurs, puis c'est un pays de légende, enfin, n'est-ce pas? C'est un pays où on rencontre, enfin, il y a quelques années, on voyait encore dans les rues de Dublin des femmes jouant de la harpe sur le bord du trottoir. C'est un pays qui est tout à fait bercé dans une sorte de mythe celtique et qui aime les légendes, qui aime parler. Et ceci dit, quand Wilde dit que c'est un pays qui n'a pas de grands poètes, mais plutôt des conteurs, c'est pas vrai. Il y a quand même Yeats et quelques autres. Et lui-même, quelle place occupe-t-il parmi la poésie, si on peut dire la poésie au sens le plus strict du terme? Sa place n'est pas très importante. Vous savez, Gide disait en 1903 ou 4, quand il a écrit un tout petit texte sur ses souvenirs de Wilde, au fond, M. Wilde n'est peut-être pas un grand écrivain, ce en quoi il avait parfaitement tort. Wilde n'est pas un grand poète, c'est un grand écrivain, c'est un très grand écrivain, et c'est un grand essayiste, ce qu'on ne sait pas très bien. On connaît mal l'œuvre d'essayiste et de critique de Wilde, qui est considérable. Je parle non seulement du volume d'Intention, qui est un livre tout à fait remarquable, mais de très nombreux essais de critique littéraire et de critique même, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui dépassent la littérature. Mais non, ce n'est pas un grand poète par rapport à toute son époque, par rapport à des gens comme Robert Browning, même Coventry Patmore, Yeats donc, et puis d'autres peut-être dont les noms m'échappent. Ce n'est pas un grand poète, c'est certain. Il a écrit des poèmes très tôt. Il les a écrits lors de ses tout premiers voyages en Italie et en Grèce, qui étaient des voyages un peu, je ne dirais pas universitaires, mais enfin qui étaient quand même, où il était accompagné d'un professeur qui s'appelait M. Mahaffey. Puis en 77 ou 78, je crois, il a eu un grand prix de poésie à Oxford pour un long poème qui s'appelait Ravenne. Il a lu des extraits de ce poème devant les professeurs de Magdalen, où il était étudiant, et c'est à ce moment-là que Walter Pater, qui était le grand esthète oxfordien, et qui lui est un très très grand écrivain aussi, lui a dit « Monsieur Wilde, vous devriez écrire en prose, c'est beaucoup plus difficile ». Et alors, il y a la période des premiers poèmes, qui sont des récits de voyage en Italie, souvenirs de San Miniato, souvenirs d'un voyage à Rome, poèmes écrits parfois au bord des lacs, ou bien à Gênes, ou bien goût pour la peinture italienne. Le portrait de Guido Reni de Saint-Sébastien était pour Wilde une fascination tout à fait primordiale. Et puis, alors, parallèlement, il écrit quantité de textes, de sonnets surtout, qui sont des poèmes de circonstance, carrément. C'est-à-dire, il y a un sonnet sur le massacre des chrétiens en Bulgarie. Oui, c'est pas son chef-d'œuvre, loin de là. Il y a des sonnets écrits pour l'une de ses amies, un peu plus tard, qui est Ellen Terry, qui sera l'une des grandes comédiennes, enfin la Sarah Bernhardt anglaise. Il y a un sonnet qu'il adorait, qu'il trouvait très très beau, qui est sur la vente aux enchères, mais ça c'est plus tardif, sur la vente aux enchères des lettres d'amour de Keats. Il avait une passion pour Keats. Et puis il y a donc les deux poèmes qui sont La tombe de Shelley et La tombe de Keats, qui eux ne sont pas des poèmes de circonstance. Mais enfin, il y a quand même dans l'ensemble pas mal de poèmes de circonstance, mêlés aussi à d'interminables poèmes qu'il aimait, puis qu'il n'aimait pas, on ne sait pas très bien. Et puis alors, il y a une autre partie, une deuxième partie, puisque les poèmes de circonstance ont été tout du long de sa vie, qui, elle, me paraît beaucoup plus intéressante. C'est une poésie plus londonienne, disons, plus urbaine. Et ces poèmes ont souvent des titres en français, ça s'appelle Impression. Et alors là, on relève 3 influences majeures. D'abord celle de Théophile Gautier. Par la forme, même par les sujets, et parfois ça va jusqu'au pastiche. Là, il y a un mélange très curieux, c'est que la poésie et la peinture se mélangent parce qu'il y a aussi l'influence des peintres impressionnistes. Il y a un poème de Gautier qui s'appelle Symphonie en blanc majeur, donc la musique se mélange à la peinture, et il y a dans Wilde nombre de poèmes qui ont comme ça, il y a une symphonie en jaune, il y a
des harmonies, enfin, et tout ça vient à la fois des impressionnistes français. On sait que l'influence que Londres a pu avoir sur la peinture de Monet ou d'autres impressionnistes, et il y a Turner aussi à l'origine. Et puis aussi, il y a Whistler, n'est-ce pas, qui est le grand peintre américain, mais installé à Londres et puis installé à Paris, ami de Mallarmé, etc. Et les titres des tableaux de Whistler, c'est, je ne le sais pas par cœur, mais c'est symphonie en jaune et or, c'est symphonie en bleu et noir, c'est symphonie en mauve et vert, enfin. Et alors là, il y a un mélange un peu flou entre la musique, la peinture et la littérature. Et c'est là, je crois, que Wilde écrit ses meilleurs poèmes. Ajoutez à cela l'influence aussi de la peinture japonaise, que Edmond Goncourt est en train à l'époque de faire connaître, c'est-à-dire des arabesques de fleurs, de chrysanthèmes, des paravents, tout un côté un peu flou aussi, comme la prose d'Edmond Goncourt, un côté artiste, n'est-ce pas, entre guillemets, parce que c'était l'écriture artiste, qui est tout à fait proche et tout à fait parallèle au côté esthète et au côté esthétisme de Wilde, et de ses amis, de ses dernières revues de la fin du 19e siècle, qui sont The Yellow Book, qui sont The Savoy, qui sont souvent illustrés par Aubrey Beardsley. Et tout ça est une atmosphère anglaise, à la fois décadente, à la fois esthétique, mais dont on retrouve la source, je pense, avant l'Angleterre, dans la poésie et dans la littérature française, et même dans la peinture française. La littérature devance toujours la vie. Elle ne la copie pas, mais la modèle à son gré. Les seules choses qui soient belles sont celles qui ne nous concernent pas. La vie imite l'art, beaucoup plus que l'art n'imite la vie. À mon avis, ce sont des années, dans un certain sens, des plus intéressantes dans la vie de Wilde. Merlin Holland. Les années depuis son retour des États-Unis, son mariage à ma grand-mère, 1884, jusqu'en 1889, c'était des années où Wilde travaille en tant que conférencier au début, et ensuite, en tant que journaliste, il était rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait The Ladies' World. Et lui, il trouvait que ce titre, The Ladies' World, il y a une différence en anglais entre the lady and the woman. C'est la femme et la gentille femme, quoi. Enfin, je sais pas comment vous distinguez en français, mais pour lui, the woman, c'était beaucoup plus fort, c'était moins fade, c'était moins banal. Moins banal. Et il faut dire que durant le temps de sa rédaction, il avait réussi à faire écrire pour ce journal des femmes assez intellectuelles, des personnes de la littérature en Angleterre. Et surtout, c'était un véhicule pour lui de mettre à jour ses idées un petit peu sur le féminisme, parce que, en fin de compte, c'était un promoteur du féminisme en Angleterre. Il y a, par exemple, une pétition qui se trouve actuellement au Trinity College à Dublin, qui était signée par sa femme et sa mère. Mais je suis persuadé que c'est probablement Oscar et sa mère, Speranza, qui l'ont mise à jour, pour ainsi dire, une pétition pour que les femmes soient admises à Trinity College Dublin en 1880. Bien avant l'époque où les femmes soient admises aux universités. Une femme doit montrer que l'intelligence n'est en rien une chose sérieuse. Ce n'est qu'un instrument dont elle joue. Car un homme aime adorer une femme sans se l'expliquer. Il lui pardonne tout, y compris ses défauts, mais pas d'être intelligente. Un mari idéal. Wilde, en tant que féministe, avant la lettre, c'est bien quelque chose qui n'est pas très bien connu quand même. De même, je repense on connaît mal le fait que très tôt, à 21 ans, il soit entré dans la franc-maçonnerie. Oui, ça aussi c'est une chose, je me demande un petit peu si c'était vraiment pour de bonnes raisons.
Wilde aimait surtout se déguiser. Il aimait les beaux vêtements, mais il s'intéresse aussi, durant toute sa vie, à l'occulte, au mystère, aux événements imprévus. La franc-maçonnerie, dans un certain sens, l'attirait, je suis persuadé, à cause de ses rites, à cause et non pas tout à fait pour les raisons qu'on trouve la franc-maçonnerie aujourd'hui. Oui, je suis un rêveur. Car un rêveur est celui qui ne peut trouver son chemin qu'au clair de lune, et son châtiment est qu'il voit l'aurore avant le reste de l'univers. Il s'est donc marié en 1884 avec Constance Lloyd, dont il aura 2 fils très vite, donc Cyril et Viviane. Mm-hmm. Oui, mon père Viviane, qui est né en 1886. Comment approcher la personnalité de Constance, qui à la fois était très compréhensive, c'était une femme aussi remarquablement intelligente et cultivée, et qui a aussi soutenu son mari jusqu'au bout, tout en maintenant une certaine distance. Oui, la personnalité de Constance est d'un sens très simple et de l'autre très compliqué. C'était une femme, une très belle femme, douée, elle jouait du piano et elle était douée pour les langues aussi. Elle parlait certainement le français et l'italien, je crois aussi un peu de l'allemand. Mais c'était une femme qui voulait tout faire pour être l'objet de quoi pouvait être fier son mari. Mais le grand problème, c'est qu'elle n'était pas à sa hauteur intellectuelle. Question d'intellectualité, les femmes victoriennes, en principe, c'était des femmes qui se tenaient à la maison, qui étaient mères d'enfants, qui organisaient la maison, la cuisine, etc., etc., mais qui n'étaient pas censées prendre une grande partie dans la vie, que ce soit professionnelle ou même la vie à l'extérieur de la maison de leurs hommes. Par contre, Constance avait écrit certainement un article, sinon 2, pour le journal de Wilde, The Ladies' World. Elle voulait faire de tout pour participer à la vie de son mari. Au moment des procès, elle avait envoyé ses 2 enfants en France, ensuite en Suisse avec une gouvernante, mais elle est restée là. Elle aurait pu quand même partir avec eux, mais elle est restée à Londres le soutenir jusqu'à la fin du 3e procès, jusqu'à ce qu'il soit condamné à prison, à 2 ans de travail. Et ensuite, elle est partie à l'étranger, en Suisse, en Italie, parfois en Allemagne. Et c'est là qu'elle prend aussi le nom Hollande, que vous-même, vous portez toujours. Et c'est là qu'elle prend le nom Hollande. Ce n'était pas par honte. Elle a vu bien vite que porter ce nom de Wilde lui apporterait beaucoup de mal, surtout pour ses enfants, et elle était obligée de le changer. Oscar Wilde a inconsciemment cherché le procès, provoqué le procès, accepté le procès lorsqu'il s'est engagé, et plus encore, lorsqu'il aurait pu rejoindre la France, ne l'a pas fait. Jean-Marc Varraud. Il y avait chez lui un besoin sans doute d'être puni, de se libérer d'une sorte de faute qui tenait à son homosexualité, et qu'en étant condamné, il était déchargé de sa faute. Ce procès aurait pu ne jamais avoir lieu. Il faut se reporter il y a 100 ans exactement, l'année 1895, l'année des procès. Il est au fait de sa gloire, un peu sulfureuse. Il a à la fois mauvaise réputation, mais tout de même sa gloire d'homme de théâtre. On vient de
de jouer avec un immense succès l'éventail de Lady Windermere. Il y a eu peu de temps auparavant l'importance d'être constant. La famille royale est venue au théâtre. Il est aimé, admiré, jalousé. Mais en même temps, cet homme qui est marié, père de 2 enfants, va petit à petit se révéler à lui-même une homosexualité qui ne sera sans doute jamais véritablement active, mais qui va se traduire par son amour pour Lord Douglas. En 1891, il rencontre ce jeune homme, beau, séduisant, et qui l'admire, surtout qui l'admire, et qui aime la poésie. Mais qui se révélera très vite son mauvais génie. Incontestablement, c'est à cause de lui, à cause de son comportement d'agression, que le procès va s'engager. Car ce jeune homme, que l'on voit beaucoup au Café Anglais à Paris, mais que l'on voit à Londres avec Oscar Wilde, a un père, Lord Queensberry, qui a pour caractéristique de détester son fils, de détester sa femme, de détester son autre fils, et en même temps d'être l'auteur célèbre des règles de la boxe qu'on appelle les règles Queensberry. Et un jour, lassé de ce qu'on raconte dans Londres, il dépose au club de Oscar Wilde une carte qui ne sera lue que par Oscar Wilde, car elle est remise par le portier qui ne lit pas les cartes à monsieur Oscar Wilde qui pose au sodomite. À ce moment-là, Oscar Wilde est poussé par Lord Douglas à faire un procès en diffamation. Et en Angleterre, les procès en diffamation, ce n'est pas comme en France, des procès qui font partie de l'ordinaire de la vie des journalistes et des écrivains. Ce sont des procès rares mais terribles de conséquences. Car on peut aller en prison pour libelle diffamatoire. Lord Douglas lui dit, il faut poursuivre, c'est abominable. Et ils vont aller ensemble chez un avoué. Celui-ci va interroger à la manière anglaise Oscar Wilde, mais on vous accuse, qu'en dites-vous? Et Oscar Wilde commet l'erreur de se lever et de vous dire, je jure sur mon honneur que cette accusation n'est pas fondée. Et il va engager le procès. Et en engageant ce premier des 3 procès qui vont avoir lieu, il va aller, comme Édipe, aveugle et clairvoyant, vers son destin, c'est-à-dire vers sa destruction comme écrivain et comme poète, car il sortira détruit de la prison malgré le dernier magnifique éblouissement de la ballade de la geôle de Reading. Le procès s'engage. Il est assisté d'un très grand avocat, mais il y a de l'autre côté, à Old Bailey, le 3 avril 1995, un autre avocat, Carson. Et ces 2 avocats, qui sont peut-être les meilleurs de leur temps, et qui n'ont pas de comparaison dans le nôtre, vont s'engager dans une lutte oratoire au sens anglais, c'est-à-dire de la cross-examination, de l'interrogatoire croisé, ce qui demande beaucoup plus d'intelligence que le monologue sans réplique. Vont réussir un tel modèle qu'on enseigne toujours dans les écoles d'avocats comme un modèle, et nous avons la chance que nous n'avons pas toujours dans les procès d'avoir la sténographie à peu près exacte des 3 procès. Et la bataille va être terrifiante, car à partir de lectures, par exemple, d'extraits de Dorian Gray, de poèmes peu équivoques, et puis de l'audition d'un certain nombre de panthères, c'est-à-dire de jeunes gens de basse classe, comme on disait en Angleterre, des palefreniers, des garçons d'étage, va se révéler des comportements contraires aux mœurs et des écritures, et quand il va être provoqué, il va finir par dire que s'il n'avait pas embrassé tel garçon, c'est parce qu'il était laid. Et il va y avoir des répliques qui sont des répliques de théâtre géniales. Il va être au-dessus de lui-même. Quelle erreur! Car il a devant lui des jurés britanniques de la classe moyenne qui assistent à ce spectacle de cet homme en habit œillet vert qui arrive en voiture à cheval avec 2 valets et qui est entouré
de tout un public qui dit l'important au tribunal, c'est d'être à l'heure, il va se faire un retrait incontestable de ces jurés qui commencent à comprendre que ce n'est pas le père qui diffame, la vérité peut être établie. Quelle vérité? Qui va fonder le deuxième procès. Car quand on voit ce qui se passe sur le conseil de son avocat, Oscar Wilde se désiste de son premier procès en diffamation. Mais les pièces sont là, le procureur général est saisi, et on va ouvrir une procédure contre lui pour acte impudique, indécent, avec des adultes. Il faut savoir que nous sommes en 1895 et que des relations entre adultes impudiques, nous n'allons pas plus loin. Il n'y a pas de qualification de sodomie, n'étaient punies que depuis 3 ans. C'est donc un texte nouveau qui prévoit une peine maximum de 2 ans de travaux forcés, et il va être poursuivi de ce chef, et j'ajoute tout de suite pour aller à la fin, quand il sera condamné au terme du 3e procès, c'est à 2 ans de prison, au maximum de la peine, et il fera sa peine intégralement. Et le procès va s'engager, qui est une répétition du premier. Ce sont les mêmes témoins, les mêmes accusations, mais dans l'autre sens. Et petit à petit, il va être envahi par une culpabilité de plus en plus évidente. La société anglaise se détache de lui, on le rejette. Très prudemment, quelques centaines de personnes de la haute classe vont prendre le ferry pour Paris, pour quelques semaines, par prudence. Mais quand il va être mis en détention dans ce premier procès, il lui a été laissé une chance de partir. Le président a attendu que soit passée l'heure du train pour Douvres. Car en droit anglais, il n'y a pas de contumace, il n'y a pas de défaut, on ne peut poursuivre que ceux qui sont présents. Il n'aurait pas été anormal, il n'aurait pas été lâche de sa part, il n'aurait pas été inconvenant au regard de la morale britannique de s'éloigner. Il ne le voulut pas. Il a attendu à l'invitation de sa mère, d'ailleurs, qui lui disait « Je ne te parlerai plus si tu n'affrontes pas », à la demande de Lord Douglas, qui lui dit « Il faut affronter », puis à sa propre demande intérieure, c'est-à-dire ce goût du malheur qui accompagne le succès, ce besoin d'être puni, cette sorte de provocation ultime, mais il n'en prévoyait évidemment pas les conséquences. Mais au bout de ce 2e procès, les jurés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Par conséquent, il n'est pas condamné. Et selon le droit anglais, on va refaire un 3e procès. Au bout de ce 3e procès, ce n'est plus qu'un être déchu, abattu, désespéré, mauvais dans ses répliques, sauf à un moment où il a, quand on l'interroge sur ses relations avec des jeunes gens dont il conteste qu'elles aient été contraires aux bonnes mœurs, il va avoir une sorte de révélation à lui-même, et il va parler de l'amour qui n'ose pas dire son nom, en 10 lignes, qui seront telles et d'une telle beauté que la salle entière éclatera en applaudissements. Mais là encore, c'était une erreur, car quand on applaudit au tribunal l'accusé, les jurés, eux surtout les jurés de la classe moyenne anglaise, qui ont une antipathie évidente pour cet homme qui fait un théâtre qu'ils ne comprennent pas et des répliques qui les provoquent, car il y a une provocation, il sera condamné à 2 ans d'emprisonnement. Souffrir est un très long moment. Nous ne pouvons le diviser en saisons. Nous pouvons seulement évoquer ses traits et noter leur retour. Pour nous, le temps lui-même n'avance pas, il tourne. Il décrit, semble-t-il, un cercle autour d'un centre de douleur. La paralysante immobilité d'une vie dont tout détail est réglé d'après un programme invariable, de sorte que nous mangeons, buvons, marchons, dormons et prions, ou du moins nous agenouillons pour prier, selon les lois inflexibles d'un règlement de fer, ce caractère d'immobilité qui rend, jusque dans le moindre détail, chaque horrible journée identique à la précédente,
nous semble se communiquer à ces forces extérieures dont l'existence est régie par le principe essentiel d'un changement incessant. Nous ne savons rien du temps des semailles ou de la moisson, des moissonneurs penchés sur les épis ou des vendangeurs épars dans les vignes, de l'herbe blanchie par la neige des pétales ou jonchée de fruits mûrs tombés des arbres du verger, et nous ne pouvons rien en savoir. Pour nous, il n'est qu'une saison, celle de la douleur. Il semble même que l'on nous ait ravi le soleil et la lune. Au dehors, le jour peut être azur et d'or, mais le peu de lumière qui traverse l'épais carreau du petit Judas grillagé de fer sous lequel nous gisons, cette lumière n'est qu'une lueur grise et parcimonieuse. Les cachots sont toujours plongés dans le crépuscule, comme il fait toujours nuit dans nos cœurs. De profundis. Prison terrifiante. Cette cellule nauséabonde, cette tinette que l'on ne vient rechercher qu'au matin, une nourriture infâme, un costume pénitentiaire, le droit de n'avoir qu'une lettre par mois et au bout de 3 mois, des visites une fois tous les 3 mois dans une cage, et le visiteur est dans une cage. Sa femme viendra le voir une fois regardera derrière un Judas. Mais à sa 3e prison, cet homme qui se détruit, qui inspire de la pitié car on n'a pas le droit de parler, mais une pitié qui fera dire un jour dans la cour à un de ses co-détenus, il faut les imaginer comme dans le tableau de Van Gogh en train de faire le tour, et lui dira, vous savez monsieur, on sait que pour des hommes comme vous, c'est plus dur encore que pour nous. Ce qui est un émot de la charité même. Charité qu'il aura, car à la fin, il verra un jour 3 jeunes enfants de 8 ou 12 ans qui sont en prison pour un petit vol. Et il va faire rembourser cette dette pour qu'ils puissent être libérés. Il fera d'ailleurs, après sa libération, de très beaux articles dans le Chronicle sur la détention, et notamment les détentions des enfants, qui contribuera à la réforme pénitentiaire. Mais à la fin de sa prison, il va connaître un ultime ressourcement, car le 3e directeur de prison sera pour lui généreux. Il lui donnera des livres, il lui donnera du papier, on reprend le papier tous les soirs, et il va commencer à écrire ce qu'on appelle le De Profundis, qui est sa lettre à Lord Douglas, lettre commencée dans la haine et qui se termine dans la nostalgie de l'amour. 20 mai 1895. Ma douce rose, ma fleur fragile, mon lys délice. C'est peut-être en prison que je vais éprouver le pouvoir de l'amour. Je vais voir si je ne puis rendre douce l'eau amère par l'intensité de l'amour que je vous porte. J'ai connu des moments où je pensais qu'il serait plus sage de nous séparer. Quel moment de faiblesse, de folie. Je vois maintenant que notre séparation eût mutilé ma vie, brisé mon art, rompu les cordes musicales qui font l'âme parfaite. Même couvert de boue, je vous rendrai grâce. Des plus profonds abîmes, je vous pleurerai. Dans la solitude, vous serez avec moi. Je suis déterminé, non à me révolter, mais à accepter les outrages par dévotion à l'amour, à laisser mon corps subir le déshonneur, tant que mon âme pourra conserver votre image. De vos cheveux soyeux à vos pieds délicats, vous êtes pour moi la perfection. Le plaisir nous cache l'amour, mais la douleur nous en révèle l'essence. Je vous aime. Je vous aime. Mon cœur est une rose que votre amour a fait fleurir. Ma vie est un désert éventé par la brise délicieuse de votre souffle, et dont les sources fraîches sont à vos yeux. L'empreinte de vos pieds fins produit pour moi des vallées d'ombre. L'odeur de vos cheveux est celle de la myrrhe, et où que vous portiez vos pas, vous exhalez les parfums des acacias en fleurs. Aimez-moi toujours. Aimez-moi toujours. Vous êtes le suprême, le parfait amour de la vie. Il ne saurait en être d'autre. J'ai décidé qu'il était plus noble et plus beau de rester.
Nous n'aurions pu partir ensemble, et je ne voulais pas être traité de lâche ou de déserteur. Un nom d'emprunt, un travesti, une vie traquée, tout cela n'est pas pour moi. Moi, qui eus la révélation de vous sur cette hauteur où les beautés se transfigurent. À la sortie de prison d'Oscar Wilde, il ne pourra pas rester en Angleterre, il gagnera la France, Douvres, et puis il s'installera dans un petit village près de Dieppe. Et lorsqu'il est reconnu par les touristes anglais, il doit quitter les hôtels ou quitter les salles de restaurant. L'ostracisme de la société anglaise prolongera la prison. C'est une autre forme de prison, la prison sans barreaux, c'est-à-dire l'exil. Et c'est un véritable exil qu'il va subir à Paris, à Naples, à Dieppe, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une sorte d'épave vivant de la charité des uns et des autres et mourir en 1900 avec les sacrements de l'Église, mais l'abandon de toute société. Gide, qui l'avait rencontré, lui reprochait un jour de ne plus écrire. Il lui dira « On ne peut pas en vouloir à un homme qui a été frappé ». Et la vie de Wilde se termine dans la solitude, à Paris, avec une ressemblance à la fin misérable de Verlaine, mais Verlaine écrivait encore des vers doux et charmants. Pourtant, Wilde va écrire, en sortant de prison, à partir de l'expérience d'un condamné pour meurtre, d'une pendaison auquel la prison assistera par les bruits entendus, il va écrire la ballade de la geôle de Reading, qui est un poème délibéré, organisé, travaillé méthodiquement, vers par vers. Ce n'est pas une effusion romanesque ou romantique. C'est une construction, mais qui a cette double particularité d'être à la fois très classique dans la forme, faisant appel à un certain nombre d'abstractions ou de personnages moraux, mais qui en même temps d'un terrible réalisme. C'est l'entrée du mot latrine dans la poésie. Et cette poésie est, avec l'Ancient Mariner, sans doute un des plus beaux poèmes de la langue anglaise. Il sera publié sous son nom de cellule, CC3, puis après, tard, sous son nom. Tout le monde connaîtra l'auteur, et c'est un immense succès. Chaque étroite cellule où nous vivons est une latrine immonde et sombre, et le souffle fétide de la vivante mort étouffe chaque lucarne grillagée, et tout, sauf le désir, tourne en poussière dans la machine humaine. L'eau saumâtre que nous buvons s'écoule avec un répugnant dépôt. Le pain amer qu'ils pèsent sur leur balance est plein de calcaire et de craie, et le sommeil ne s'étendra pas. Mais il marche, l'œil effaré, et il implore le temps. La ballade de la geôle de Reading. Il est sorti de prison en mai 97 et il est passé tout de suite en France, près de Dieppe. Et de ce qu'on voit des lettres qui sont passées entre eux, sa femme lui écrivait toutes les semaines et Oscar lui écrivait assez régulièrement en lui demandant la permission de la voir et aussi de voir ses enfants. Mais c'est sa famille, en fin de compte, et ses amis qui l'ont empêché. Alors vous imaginez un peu Wilde qui se trouve à Dieppe, il a vu ses amis, il a vu des amis français, il a vu des amis de l'Angleterre, ils sont venus lui rendre visite, et vient la fin du mois d'août, il reçoit toujours des lettres de Bosie Douglas. Et il voit devant lui une vie sans sa femme, sans ses enfants, avec quelques visites d'amis, et à Bosie Douglas qui lui propose d'aller à Naples passer l'hiver. Alors, qu'auriez-vous fait à sa place? Moi, j'aurais fait de même. Il est parti avec Bosie Douglas. Les relations physiques, si on les croit tous les deux, étaient bien finies avant, mais c'était, pour tous les deux, une amitié qui continuait,
Wilde qui disait « Je l'aime parce qu'il m'a perdu ». En tout cas, Oscar Wilde termine ses jours à Paris, à l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts, et il meurt en 1900. Ses restes sont aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise, et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'amis, des écrivains par exemple, ou des amis français qui l'ont suivi jusqu'au bout. Et il faut dire que... Pierre-Louis certainement, Pierre-Louis avait envoyé des fleurs au cortège funéraire, mais il y avait très peu de gens qui suivaient le cortège funéraire. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, Wilde n'avait pas un sou, ses amis, pour la plupart non plus. Douglas payait les obsèques, mais on ne pouvait pas se permettre de payer un terrain à l'intérieur de Paris parce que ça coûtait trop cher et c'était des terrains à perpétuité. Il fut enseveli au début à Bagneux jusqu'à ce que Robert Ross, son exécuteur testamentaire littéraire, put acheter à Père-Lachaise un terrain à perpétuité. Mais c'était un enterrement 6e classe. C'était quand même une fin très triste pour cet homme qui, même pas 5 ans avant, avait 2 pièces qui jouaient à Londres en même temps. L'importance d'être constant et le mari idéal, qui gagnait énormément d'argent, mais de trouver Wilde à Paris dans les dernières années qui mendiait 5 francs, 10 francs, 100 francs, par-ci, par-là, des amis, qui écrivaient des lettres tristes aux amis en leur demandant de lui prêter quelques sous. C'était infâme. Ça fait très mal et en même temps, il me semble que de plus en plus Wilde s'identifie d'une certaine façon à la figure du Christ souffrant. Si on peut dire, il passe de Saint-Sébastien au Christ souffrant et il connaît déjà dans la prison la douleur et puis le cortège qui va avec la douleur, à savoir la pitié, la compassion et le pardon. Oui, ce sont des parties de De Profundis dont vous parlez là qui m'ont toujours rendu un petit peu mal à l'aise. L'identification de Wilde avec Christ, c'est quand même, comment dirais-je... exagéré ? Oui, exagéré, c'est peut-être poliment dit. Christ, dont il parle, qui était le premier artiste du monde, pour ainsi dire, l'artiste souffrant pour son art, ça me rend quand même mal à l'aise de voir Wilde se vantant d'être le Christ moderne de l'Angleterre à l'époque. Par contre, il faut dire que j'ai parfois dit qu'il était bel et bien crucifié par la société anglaise, la société victorienne, ce qui est tout à fait vrai. Ils ont pris Wilde en tant que scapegoat, c'est le bouc émissaire, voilà. Parce que il représentait pour eux quelque chose qui était indéfensible. Il était le rebelle, il représentait la décadence, il représentait tout ce qui n'était pas anglais. L'art, c'est l'individualisme. Et l'individualisme est une force perturbatrice et dissolvante. En cela consiste son immense valeur. Car ce qu'il cherche à troubler, c'est la monotonie du type, l'esclavage de la coutume, la tyrannie de l'habitude et tout ce qui réduit l'homme au niveau de la machine. L'âme de l'homme sous le socialisme. Dans son essai tout à fait étonnant, publié en 1891, L'âme de l'homme sous le socialisme, il parle en effet de Jésus comme l'individu accompli. Celui qui incite à être soi, à vivre, et non pas simplement celui qui imite les autres ou qui se contente d'exister. C'est étonnant parce que, a priori, on ne relie pas spécialement l'avènement de l'individualisme au socialisme, à l'abolition de la propriété privée. Ça paraît même assez contradictoire. De quel socialisme s'agit-il dans son esprit ? Le message de Wilde dans cet essai, c'est que le socialisme, s'il ne fait que remplacer le tyrannisme, donc la tyrannie du socialisme, ce serait pire qu'avant. Par contre, le socialisme doit avoir pour but de libérer l'individu, de le laisser
en tant que socialiste, faire un travail comme il faut, de le libérer des soins journaliers. Alors, c'était, comme vous dites, un petit peu trop idéaliste. Je crois que c'est de ça que Wilde parlait. On verra. On ne voit quelque chose que si l'on en voit la beauté. Pensez-vous que finalement la beauté presque au sens platonicien du terme, est-ce que la beauté ne serait pas ce fil d'or, enfin Wilde dirait plutôt fil de pourpre ou fil d'écarlate, qui a joué avec toute son existence et qui l'a crucifié d'une certaine façon, qui lui a aussi valu de grandes joies? Tout ce qui était pour lui les sensations, que ce soit de la vue, de l'oreille, de la bouche, les sens, les 5 sens pour Wilde, ce sont des choses qui sont pour lui les choses les plus importantes du monde. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire là aussi dans la vie de Wilde, la beauté, l'amour grec qui reste comme sur une lame de rasoir qui peut tomber ou de l'un côté ou de l'autre. Et ça tourne d'un côté du sens de la beauté jusqu'au sens de l'horreur. Je l'ai une fois décrit à quelqu'un comme la pendule d'un grand horloge. Si ça reste immobile au milieu, ce n'est pas Wilde. Si c'est d'un côté ou de l'autre que ça balance jusqu'à plus, mettons plus 10 ou moins 10, ça revient au même. Que ça soit la boue ou la beauté, ça revient au même. C'est des sensations. C'est des sensations qu'il recherchait toujours. Il se peut que dans sa robe de flamme, le martyr contemple la face de Dieu. Mais pour celui qui entasse les fagots ou les dispose pour le bûcher, toute la scène n'est rien de plus que ne l'est pour le boucher le massacre d'un bœuf, ou pour le charbonnier de la forêt, l'abattage d'un arbre, ou pour celui qui fauche l'herbe du pré, la chute d'une fleur. Les grandes passions sont pour les êtres doués de grandeur d'âme, et les grands événements ne peuvent être vus que par ceux qui sont à leur niveau. De Profundis. Une vie, une œuvre. Oscar Wilde, Douleur de la beauté, par Jacqueline Kellen. Avec la participation de Merlin Holland, petit-fils d'Oscar Wilde, Marie-Claire Pasquier, professeur de littérature à l'Université de Nanterre, Bernard Delvaille, écrivain, Jean-Marc Varro, avocat et écrivain. Texte, lu par Christophe Allwright et Maud Reyer. Mixage, Serge Ristich. Mise en onde, Marie-Rose Derouet, Evelyne Frémy. Bibliographie. Œuvre d'Oscar Wilde aux éditions Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade sous la direction de Jean Gattegnoux. De Jean-Marc Varro, Les procès d'Oscar Wilde aux éditions Perrin. De Richard Hellman, Oscar Wilde aux éditions Gallimard. Enfin, La ballade de la geôle de Reading, traduit et présenté par Christian Jambet aux éditions Verdier.